Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Ève Jaume, je suis responsable du pôle prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Occitanie. On vous propose aujourd'hui une séance qui fait partie d'un cycle de webinaires, les MUT Online, qui ont lieu toute l'année de février à décembre avec une ou deux thématiques chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un webinaire qui s'appelle Méthode de la vie méthode de la mort dans la vie, pardon, et nous accueillons voilà nos deux intervenantes de la coopérative funéraire occitane que je remercie d'être avec nous ce soir. Donc, je vais laisser la parole à Joël et Odette qui vont donc présenter leur webinaire Mettons de la mort dans la vie. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci Ève et merci à vous toutes et tous derrière votre ordinateur. Nous vous demandons beaucoup d'indulgence puisque c'est une première pour nous. Nous sommes très heureuses effectivement de pouvoir vous présenter l'état de notre réflexion actuelle. Alors, les objectifs du webinaire. Vous savez que nous essayons, dans le cadre de la COP Fun, de libérer la parole autour de la mort avec différents outils que nous allons vous présenter. On essaie de faire aussi une information assez transparente et assez exhaustive aussi pour essayer d'accompagner des choix éclairés en ce qui concerne les funérailles et la fin de la vie, et également une sensibilisation aux directives anticipées et aux volontés funéraires. Voilà, un petit peu le sommaire. Vous allez voir qu'on va passer par une première étape pour vous resituer un petit peu la mort en France, voir un petit peu comment on peut parler de la fin de la vie et des évolutions législatives. On fera un petit point historique sur les pratiques funéraires et l'organisation du marché du funéraire. Ensuite, on rentrera dans les plaidoyers qui nous animent au sein de COPFUN autour des funérailles plus solidaires, autour de la sécurité sociale de la mort, l'évolution des rites funéraires, accompagner la perte, honorer ses morts, et ensuite la perspective d'une transition funéraire avec une étude de l'empreinte carbone des funérailles et puis les nouveautés autour de la mort régénérative. Alors, ce petit poster pour vous indiquer un petit peu quelles sont les marges d'action de la COPFUN, vous voyez que nous sommes en fait un collectif et nous essayons de créer à la fois des espaces et des moments de partage avec des institutions partenaires, avec des services funéraires, mais surtout avec les citoyennes et les citoyens. Alors, comment on fait ça? On essaie de faire des cafés mortels, ça fait beaucoup rigoler les personnes qui entendent ça pour la première fois, le café mortel, l'apéro mortel, le goûter aussi en famille pour parler de la mort. Des balades également dans les cimetières, des veillées mémorielles aussi, puisqu'on a mis en place quelque chose de particulier à Toulouse qui s'appelle une halte de recueillement poétique et méditative, et également des ateliers. Donc on a créé avec l'impulsion de Noémie Robert, qui est une conteuse, la valise du dernier départ. Et nous essayons également de militer pour des plaidoyers. Donc je vous ai déjà parlé de la sécurité sociale de la mort, la loi sur la fin de la vie, mais également d'autres modes de sépulture comme la terramation et également, vous verrez, l'humusation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas vous donner une quantité de chiffres, mais je voudrais quand même poser 2 ou 3 points de repère de façon à ce qu'on puisse mesurer un petit peu, qu'on ait les dimensions du thème qui nous anime. Actuellement en France, donc, il y a de façon annuelle 646 000 décès. C'était ce qui s'est passé en 2024, et ce nombre de décès va être en progression et en progression forte, puisque nous sommes la génération des baby boomers, que nous arrivons progressivement donc en nombre à cette étape du cycle de vie, et que donc on prévoit une progression de 25% du nombre de décès d'ici 2060. Donc, très, très grosse progression. Et
bien sûr, ça entraînera une augmentation une progression du marché de la mort qu'on va vous décrire un petit peu en suivant. Donc, ces décès, s'il y a deux choses à retenir, donc deux principales causes, les tumeurs et les maladies cardiovasculaires. Voilà. Avec ça, on arrive à peu près à 50% de causes de la mortalité en France. Et ces chiffres sont stables, vous voyez, entre 2019 et 2024. Si on sort l'impact de la Covid, on reste sur des chiffres stables en répartition des tumeurs et des maladies cardiovasculaires. Alors, où meurt-on en France? Et c'est une question importante parce qu'elle a un impact direct sur nos représentations, sur la façon dont on appréhende justement la mort de nos jours. Et on se rend compte que à l'heure actuelle, il n'y a qu'une personne sur 4 qui décède à domicile. Tous les autres décès se passent dans les établissements de santé et les EHPAD. Alors, c'est important vraiment parce que ça participe du phénomène de mise à distance de la mort, d'externalisation vers les professionnels de tout ce qui concerne la fin de vie. Et automatiquement, ça a un impact sur la façon dont nos rituels funéraires vont évoluer. Encore 2-3 chiffres et ensuite on en aura fini. Donc, on a vu les 640 000 décès annuels. Une espérance de vie globale, c'est bien connu, qui est supérieure pour les femmes et pour les hommes, mais cet écart est en train doucement de se réduire. L'évolution fait que l'espérance de vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes. Est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Je ne sais pas, mais enfin, pour l'instant, c'est la tendance. Alors, les notions d'espérance de vie, c'est assez subtil. Là, je vous parle de l'espérance de vie par sexe, mais il y a d'autres déterminants, d'autres paramètres pour parler de l'espérance de vie. Et si on devait en retenir deux, parce qu'elles ont un impact très important, ce serait l'écart d'espérance de vie suivant la catégorie socio-professionnelle. Vous voyez, plus de 5 ans d'écart entre un cadre et un ouvrier, et encore plus selon la classe sociale. Plus on est pauvre, moins l'espérance de vie est élevée. On arrive à des écarts de 13 ans entre les plus riches d'entre nous et les plus pauvres. Donc la question ne se pose pas tout à fait de la même façon pour tout le monde. Alors, allongement de la durée de la vie, ça veut dire apparition de plus en plus des problèmes de santé. Et donc, nécessité d'avoir, pour accompagner cette fin de vie, des structures qui soient adaptées. Et ces structures, ce sont les unités de soins palliatifs. Alors, on sait que les gens ne sont pas égaux, comme pour les déserts médicaux d'ailleurs, hein, ça rentre dans ce cadre global, face à ces équipements. Et vous avez une espèce là, de diagonale, ici et là, qui vous montre que dans ces départements, il n'y a actuellement pas d'unité spécialisée de soins palliatifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, qu'ils soient totalement dépourvus de ce type de soins, puisqu'il existe à l'intérieur des services hospitaliers habituels, il existe des lignes qui sont dévolues aux soins palliatifs. Donc, vous voyez que ça permet quand même voilà, un accès à ce type de soins possible, même s'il n'y a pas de structure tout à fait dédiée à, ces soins, à ces thérapeutiques. Mais il reste une grande inégalité au niveau du territoire.
on va faire un petit point sur le cadre législatif en termes de fin de vie. Donc, à ce jour, tout ce qui concerne la fin de vie est réglé par 3 grandes lois. En 2002, la loi Kouchner, en 2005, la loi Leonetti, et en 2016, la loi Claes-Leonetti. La loi Kouchner, ça posait les bases du consentement aux soins. Les équipes médicales ne pouvaient pas vous mettre sous assistance respiratoire, ne pouvaient plus, pardon, vous mettre sous assistance respiratoire si vous aviez fermement exprimé si vous n'aviez pas exprimé votre consentement. Donc, et vous aviez un droit, un accès à votre dossier médical. Ça a été la première strate, la première couche. 3 ans plus tard est arrivée la loi Leonetti. La loi Leonetti, c'est très, très important puisque c'est la loi qui met en place les directives anticipées et la nomination de la personne de confiance. On va reprendre un petit peu après, mais là, je vous donne les grandes étapes. Et la loi Claes-Leonetti, donc beaucoup plus récente, 2016, elle rend ces directives anticipées contraignantes. On ne peut pas, si vous avez écrit, si vos directives sont consignées par écrit et transmises, elles s'imposent à l'équipe médicale. Et elles ouvrent la voie à ce qu'on appelle la sédation profonde continue, ou face à des douleurs qui sont inaccessibles aux traitements connus, on vous reconnaît le droit de mourir en paix, donc par l'action de ce qu'on appelle la sédation profonde continue, voilà, une injection d'Aprovel qui vous permet à la personne de mourir dans des conditions apaisées. Nous en sommes là à ce moment. Puis, il y a eu le Conseil consultatif national d'éthique qui a été saisi, qui a donné un rapport, et en 2023, une convention citoyenne sur la fin de vie qui, elle aussi, a fourni ses conclusions. Et je vous cite simplement la phrase sur laquelle ils se sont entendus. Il importe qu'en France, chaque personne ait le droit et puisse réellement décider et faire respecter son libre choix de parcours de vie jusqu'au bout. Et à partir de ces documents, donc 2 textes sont actuellement en discussion au Parlement, avec un versant sur l'extension, le renforcement des soins palliatifs et un deuxième versant sur l'aide à mourir. Voilà un petit peu la situation actuelle. Alors, on disait donc que la loi Leonetti avait posé les bases des directives anticipées et de la personne de confiance. Donc, directive anticipée, déclaration écrite que vous rédigez pour préciser vos souhaits liés à la fin de vie. Ce sont donc des directives qui concernent des consignes médicales, d'ordre médical. Hein. Vous allez déterminer jusqu'à quel point vous souhaitez, par exemple, être réanimé, etc., etc. C'est vraiment circonscrit dans un cadre médical. Et vous allez désigner, pour le cas où vous ne soyez plus en état de faire valoir ces directives anticipées et même de les exprimer à l'oral à l'équipe médicale, vous pouvez nommer ce qu'on appelle une personne de confiance, dont le rôle sera justement de faire respecter vos directives. Alors, il y a tout un tas de possibilités pour vous aider à rédiger ces directives anticipées. Ça peut se faire sur papier libre ou vous avez des modèles en ligne en particulier. Un point très important, elles peuvent être à tout moment modifiées ou annulées.
Et il nous a semblé important que, au-delà de ces directives anticipées qui concernent donc le champ médical, euh, les personnes puissent avoir une réflexion élargie euh, sur tous les autres aspects, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui concernent donc la fin de vie, la mort, les funérailles, ce qu'on souhaite, voilà. Et que tout ça soit mis en ordre et clairement exprimé, et surtout que ça, on ouvre un espace de réflexion et de dialogue avec ses proches, avec voilà, ses amis, etc., sur vraiment prendre oui, les rênes. J'ai vécu ma vie comme je l'avais souhaité, et bien je souhaite que ma fin de vie et ma mort soient aussi le reflet de ce que je suis. D'ailleurs, vous le voyez sur cette image, c'est un atelier qu'on a appelé la valise du dernier départ et qui donne un petit peu, qui essaie de brosser tout le tableau, comme le disait Odette, de la transmission qu'on veut faire, que ce soit une transmission en sentiments, en valeurs, en biens, voilà. Donc, on a essayé de faire à la fois un guide qui reprend effectivement les passages obligés incontournables à partir du certificat de décès, mais également ce livret à côté qui permet effectivement, comme le disait Odette, de ramener ces informations et ce partage au sein de notre famille ou auprès de nos amis pour qu'on puisse effectivement le partager et aussi ne pas laisser les autres seuls face aux décisions importantes à prendre. Ça ne veut pas dire qu'on est à la COP Fund favorable à des choses qui sont toutes ficelées pour les funérailles, pas du tout. Mais ça nécessite quand même qu'on se prépare à en discuter et qu'on laisse les autres avec quelques indications. Alors, merci mesdames pour cette première partie. Il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat, hein. Je vous invite à ne pas hésiter à en poser sur la suite de l'intervention. Il y a quand même une question à vous poser. Une personne nous dit qu'elle est pour l'aide à mourir. Quand elle décidera bah, que ce sera son choix, hein, que voilà, sa vie n'a plus de sens. Mais que peut-on faire si on reste en France? Et cette personne précise qu'elle ne veut pas mourir à l'hôpital parce que elle a des amis qui sont décédés à l'hôpital, alors même qu'ils auraient voulu rentrer chez eux, mais ils n'ont pas pu le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion et d'échange. Oui, oui. Mais écoutez, nous avons justement organisé un apéro mortel sur ce thème-là, de l'aide active à mourir, à partir d'un roman graphique qu'on vous mettra d'ailleurs dans la biographie de fin de Diaporama. Et effectivement, il existe trois associations qui ont fait et des plaidoyers et des actions vraiment pour que l'aide active à mourir soit possible en France légalement. Et dans les trois associations, il y en a une notamment qui accompagne la fin de vie. À partir du moment où une personne fait appel à Ultime Liberté, c'est une association qui accompagne la fin de vie avec un produit qui est commandé par la personne elle-même, mais la personne ne se retrouve pas toute seule face à cette dernière démarche, quoi, de mettre fin à ses jours. Il ne s'agit pas d'un suicide comme un autre, c'est une aide active à mourir avec des personnes qui ont vécu cet accompagnement avec, pour leurs proches et qui, de façon bénévole et généreuse, sont aux côtés de la personne qui a choisi de mettre fin à ses jours sans devoir partir à l'étranger, effectivement. Ce qu'on doit vous dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, cette action-là n'est pas légale en tant que telle. Voilà. Mais elle existe, effectivement. Et donc, vous aurez les références à la fin du diaporama. On vous donne un certain nombre, une liste de sites à consulter, que ce soit sur ce thème-là ou sur la rédaction des directives anticipées sur d'autres thèmes. Alors, une autre question. Plusieurs personnes demandent comment peut-on faire pour obtenir les livrets que vous avez présentés, dont vous avez présenté les couvertures.
Alors, peut-être il faut qu'on vous dise dans quelle situation nous avons fait ça. Donc, nous avons créé un petit collectif de citoyennes et citoyens. Ensuite, nous nous sommes formés à titre bénévole, comme ça, et on a créé effectivement ces outils. Alors, on a eu la chance d'avoir pu rencontrer la Mutualité française et notamment Eve Jom, puisque ces livrets ont été proposés dans le cadre d'ateliers proposés par la Mutualité française en Ariège, et peut-être ça se développera dans d'autres départements en Occitanie. Ce que nous avons en tout cas comme intention, c'est de les rendre accessibles à des personnes qui voudraient s'en occuper. Mais ce qu'on conseille quand même, c'est de pouvoir suivre des ateliers qui sont proposés par la Mutualité française pour pouvoir continuer. Alors, comment on va faire pour les rendre accessibles? On est en train de voir. Nous avons un site internet sur lequel, effectivement, il sera certainement possible de les avoir en accès libre à partir du moment où on aura souscrit une adhésion à l'association qui s'appelle Et si on mourait autrement et qui est l'association de préfiguration de la coopérative unie. J'espère que j'ai répondu suffisamment clair à cette question. Merci. Et une autre question, que veut dire EMSP? Je ne sais pas quel endroit la personne l'a vu. Alors, ce sont les équipes mobiles de soins palliatifs. Ce sont donc des équipes de soignants formés et qui viennent à domicile pour prodiguer les soins pour justement les personnes qui ne souhaitent pas être hospitalisées et qui souhaitent finir leur vie chez elles. Donc, ce sont des équipes mobiles. Merci. Écoutez, il n'y a plus de questions pour l'instant, donc je vous laisse poursuivre. Messieurs, dames, les participants, n'hésitez pas voilà, à utiliser le chat. Alors, dans cette partie-là, on va essayer de vous donner une fresque historique, mais vraiment balayée très largement. Vous verrez dans la documentation qu'on vous propose en fin de webinaire, vous allez trouver des ouvrages très récents, notamment écrits par de très jeunes chercheuses ou chercheurs sur ces questions d'évolution des pratiques funéraires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avant, l'Église avait vraiment le monopole des opérations funéraires, hein, et qu'il y avait vraiment deux possibilités. Soit on était vraiment inhumé au sein même de l'église ou dans le cœur des cimetières qui étaient toujours autour d'une église, et il y avait quand même les fosses communes pour les gens du peuple. Il y a eu un premier événement là au 19e siècle, c'est qu'on a laissé la possibilité, tester, ça veut dire faire le testament d'un caractère civil, ne pas obliger les gens à tous passer par des funérailles religieuses, et ensuite pouvoir choisir effectivement, dès le 19e, on ne sait pas assez, la crémation comme mode de sépulture. Ensuite, au 19e également, les cimetières ont été déclarés neutres, c'est-à-dire qu'on pouvait, avant c'était vraiment séparé selon les religions, on pouvait à la fois avoir des carrés bien séparés. Là, les cimetières, en fonction des règlements des cimetières, peuvent tout à fait mélanger les gens en fonction de les religions, ou même sans religion du tout, puisqu'on voit bien, parfois il n'y a pas de croix sur les tombes. Ensuite, il y a eu effectivement plus de laïcité au moment de l'inhumation, mais il n'y a pas vraiment eu une réelle socialisation, au sens que il y a toujours eu quand même un partage fait entre des sépultures ou des tombeaux familiaux très hum, euh, avec un art funéraire très voilà, avancé, alors que d'autres étaient encore avec des tombes de pleine terre. Voilà. Et ensuite, il y a eu la volonté d'un sénateur en 1993 de mettre fin au monopole des pompes funèbres avec l'argument que ça allait certainement réduire la facture, ce qui n'a pas été le cas. Alors, comment est organisé, le marché funéraire? Il faut que vous sachiez que, en fait, c'est un marché qui est quand même régi par deux grands groupes privés qui sont assez dominants, qui sont les pompes funèbres générales, mais qui s'appellent OFG dans leur organisation financière, et ensuite Funecap. Ces deux grands groupes privés, en fait, ils ont à servir des actionnaires, ils sont achetés par des fonds de pension, donc ils ont plutôt un objectif de vendre en fait des articles funéraires.
au fur et à mesure de l'évolution de ce marché, Funecap a cherché à racheter des entreprises familiales. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, notamment en milieu rural, les racheter sans forcément changer l'enseigne et pour pouvoir concentrer le capital. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4000 entreprises de petites entreprises de pompes funèbres. Voilà. Certaines sont au sein de réseaux de franchise. Et il y a maintenant une évolution pour aller vers une coopérative de commerçants des pompes funèbres. Voilà. Il y a un accroissement, et ça suit tout à fait le raisonnement que vous proposez, Odette, tout à l'heure. Il y a un accroissement effectivement des services funéraires puisqu'il y a une croissance effectivement du nombre de décès. Et c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable, de presque 3 milliards d'euros aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux dire un mot des coopératives? Peut-être, oui, oui, voilà, tu as raison. Donc, en fait, il y a eu un grand mouvement au Québec, ça a commencé au Québec, pour se dire que finalement, il fallait faire en sorte que ce marché de la mort soit mieux identifié, qu'on puisse effectivement avoir plus de transparence sur les devis, sur les factures, sur le coût, et surtout qu'on puisse peut-être prendre aussi la main. Alors, qu'est-ce que c'est une coopérative? En fait, c'est un système qui permet de pouvoir avoir un capital social, financier, qui appartienne en fait aux sociétaires. Et ça permet également, dans ce qu'on a prévu nous de faire dans le développement, d'associer aussi des collectivités territoriales, l'échelon communal, l'échelon intercommunal, le département et pourquoi pas la région. L'idée qu'on avait, c'était qu'il fallait effectivement avoir plus la main sur qu'est-ce qu'il nous était vendu au moment des funérailles et aussi qu'on puisse choisir pour avoir des funérailles plus écologiques et plus solidaires. Alors, il y a un plaidoyer qui est très important en ce moment. D'ailleurs, le collectif vient de sortir un petit ouvrage où on vous a mis aussi la référence pour vous indiquer effectivement que quand on parlait effectivement de la protection sociale, tout de suite après le Conseil national le CNR, le Conseil national de la résistance, on avait imaginé que dans la protection sociale, il allait y avoir en fait la mort. Et pourquoi? Parce qu'en 1946, en fait, le régime général dit ben, la mort, c'est le seul risque qui est certain. Et c'est sûr, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a comme autre risque? On a la maladie, on a la maternité et après on a la retraite. Et donc, en fait, ils avaient prévu de mettre dans tout le dispositif de la protection sociale la mort. Et il s'est trouvé que l'idée n'a pas été aboutie. Et en fait, c'est devenu la cible en fait du secteur des assurances privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez bien, on peut composer un capital décès, un capital obsèque auprès d'une assurance ou auprès d'une banque. Donc l'idée là de ce collectif pour une sécurité sociale de la mort, c'est d'aller vers l'universalisation des aides et surtout l'automatisation des aides. Il faut que vous sachiez là qu'aujourd'hui, par exemple, on n'est pas complètement indemne d'aide de la protection sociale. La CPAM aujourd'hui peut verser jusqu'à presque 4000 euros quand on est encore en activité et qu'on décède. Mais elle le verse bien sûr aux ayants droit que s'ils le demandent. Et en fait, il y a une étude qui a été faite, il y a 1 milliard de non-recours à ces aides par an en France, parce qu'on ne sait pas qu'on a droit à ces aides. La sécurité sociale de la mort prévoit aussi une assistance administrative gratuite. En fait, c'est très, très difficile aujourd'hui de suivre toutes les démarches qu'il faut faire auprès de tous les organismes. Alors, souvent, les pompes funèbres, dans ce qu'on va vous faire comme devis, vont prendre en charge une partie de l'assistance administrative. Là, l'idée, c'est que ce soit automatique et gratuit. L'idée également, c'est de revenir à une gestion paritaire des caisses et qu'il y ait une perspective de solidarité. Et aussi, ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui, c'est d'avoir d'autres lieux que les établissements comme des églises ou des chapelles pour organiser des funérailles laïques, que ce soit prévu. Voilà, donc on a parlé de la fin de vie, on est arrivé au bout maintenant, et donc au moment de la mort, dans toutes les civilisations et aussi loin que l'on remonte, l'homme
a mis en place des rites funéraires, donc pour accompagner ce passage de la vie à la mort d'un être humain. Ces rites funéraires, ils sont absolument fondamentaux, vraiment indispensables. Ils sont utiles dans plusieurs directions, sur plusieurs canaux. Ils sont à la fois utiles sur le plan individuel et ils ont une importance sur le plan collectif. Il faut, voilà, il faut trouver un sens à la vie. La mort, elle est le plus souvent perçue comme une totale injustice, comme voilà. Et donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est vraiment le rôle des rites funéraires. Ces rites, il y a une étude, j'avais oublié cette planche, il y a une étude qui est parue très récemment, enfin assez, en 2016, qui montre que, vous voyez, dans 70%, pour les gens, le fait de participer à cette cérémonie funéraire a un impact positif sur le vécu du deuil. Je dirais donc que c'est un traitement préventif. On considérait ça comme un traitement préventif sur le fait de ne pas évoluer sur des deuils pathologiques. C'est le fait de participer justement à ces rituels. Ces rituels, ils ont évolué avec le temps. Hein, ils étaient différents dans l'Antiquité et maintenant, et ils sont divers suivant les civilisations et suivant les religions. Hein. Vous voyez là quelques images d'une cérémonie bouddhiste, de funérailles musulmanes. Ça, c'est plus du côté du Mexique. Et là, une tombe végétalisée, une tombe fleurie avec une simple croix de bois pour des funérailles chrétiennes. Alors, la situation actuelle, voilà, les évolutions les plus frappantes, hein, c'est que actuellement, près de la moitié des obsèques sont désormais des crémations. On va y revenir un petit peu. Les cérémonies religieuses ne représentent plus que 50% des cérémonies d'obsèques. Et l'évolution se fait vers des cérémonies à la fois plus intimes et plus personnalisées. Ça traduit le fait que les gens sont de moins en moins religieux et que donc il faut chercher d'autres manifestations, d'autres rituels que ceux que l'on connaît, qu'on a connus jusqu'à présent, dictés par les religions. On assiste donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est une tendance à la personnalisation de ces cérémonies vers quelque chose qui ressemble vraiment, qui traduit vraiment la vie de la personne décédée, ses goûts, ses actions, voilà. Et ça se traduit par des hommages, qui ne sont donc pas des lectures de textes religieux, et par la demande de musique. Pareil, musique qui n'est pas forcément de la musique religieuse. On a parlé encore une fois, c'est pour vous montrer un petit peu nos activités, mais cette évolution des rites peut faire l'objet aussi de cafés mortels, et ce qui permet à tout le monde, après une courte présentation, de pouvoir échanger sur ses propres expériences et sur ses propres désirs. Alors, donc, l'évolution la plus importante de ces dernières années, c'est vraiment la montée en puissance de la crémation. En 1980, ça représentait 1% des types de funérailles, des types d'obsèques, et nous en sommes maintenant à 42%. C'est vraiment l'évolution la plus frappante.
On peut noter le gros travail de la Fédération des crématistes Ah qui a milité partout en France et qui a beaucoup aidé à l'évolution de ces modes de sépulture. absolument. Et on a actuellement un important développement des crématoriums, puisque pour la crémation, il faut être équipé effectivement de crématorium. Et donc, il y avait certains départements qui en étaient dépourvus. Et petit à petit, voilà, il y a une montée en puissance de ce type d'équipement. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc, il y a une évolution des demandes du public pour faire des cérémonies qui sont et des lieux de sépulture qui soient de plus en plus naturels et de plus en plus écologiques. Alors, ce que vous voyez là, c'est quand même un petit clin d'œil. C'est parce que pendant un moment, on a autorisé d'avoir des jardins du souvenir sur des terrains privés. Celui-ci a ouvert en Bretagne, mais ce n'est plus possible. La législation a changé. On peut encore avoir une sépulture sur une propriété privée. C'est soumis à une déclaration en préfecture, c'est très rare. Ça concerne les personnes qui possèdent des grandes propriétés, de familles. Là, c'était un petit clin d'œil pour vous dire que, en fait, c'était possible sur du terrain privé. Aujourd'hui, il y a une évolution qui fait que peut-être dans les nouveaux cimetières, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus végétalisé, beaucoup plus, on va dire, poétique comme ça. Ouais. Beaucoup moins standardisé. Alors, les funérailles, c'est polluant. Voilà, nous polluons même lorsque nous sommes morts. Et donc, il y a eu une analyse des différentes phases donc des funérailles pour essayer de déterminer un petit peu leur impact en termes d'empreinte carbone. Vous voyez, avec jusqu'à la mise en bière, ensuite le séjour en chambre funéraire, la cérémonie elle-même, et puis l'inhumation ou la crémation. Et, ah tiens, ça s'ouvre maintenant, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, lorsqu'on fait la comparaison entre inhumation et crémation, il n'y a pas une différence énorme. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une différence énorme? Parce qu'on se rend compte que ce qui pèse le plus au niveau de l'empreinte carbone, ce sont les cérémonies elles-mêmes. Et les cérémonies ne sont pas forcément très différentes entre l'inhumation et la crémation. Si on reprend les choses un petit peu plus en détail, les cérémonies, donc c'est entre 40 et 50% de l'empreinte carbone. Et au sein de ces cérémonies, ce qui pèse beaucoup, ce sont les transports. Comment amener le corps et comment amener les personnes qui participent à la cérémonie jusqu'à cet emplacement. Ce qui pèse assez lourd, c'est dans le cas d'inhumation, c'est le caveau. Il y a une différence énorme entre une inhumation avec caveau et une inhumation sans caveau, puisque le caveau peut représenter jusqu'à 30% de l'empreinte carbone. Et en termes de crémation, c'est bien sûr le gaz, l'énergie nécessaire à cette crémation qui impacte au niveau de l'empreinte carbone. D'où Alors, donc, on va vous parler là des avancées maintenant vers ce qu'on appelle une mort régénérative. Tout ce que nous allons vous dire là, ce n'est pas légalisé en France. Hein, on reste avec les deux modes de sépulture que vous connaissez, qu'on vous a présentés. Alors, nous sommes particulièrement intéressés à la coopérative funéraire occitane par ce qu'on appelle l'humusation, on dit aussi la terramation, voilà, parce que ça nous semble être un moyen intéressant pour à la fois pouvoir effectivement rendre hommage à la personne défunte, mais également faire attention effectivement à l'ensemble de ce dispositif pour pouvoir impacter le moins possible en fait la planète et les cimetières.
Alors, il y a d'autres modes qui ont été mis en place dans d'autres pays en Europe ou dans le monde. On vous en dit deux mots. Bon, l'aquamation, c'est un système effectivement d'hydrolyse alcaline. Ou alors la promotion, c'est un système de refroidissement sur une table vibrante. Et en fait, c'est un peu lyophiliser le corps. Voilà, lyophilisé. Nous, en fait, on est en train, donc, avec d'autres associations, bien sûr, dont Homo Sapiens, de militer pour la terramation. Parce que la terramation, ça peut se faire comme on voit là sur l'image. C'est un process qui a été mis en place aux États-Unis dans certains États, en fait, quelque chose qui maintient effectivement, bon, c'est un linceul, il y a effectivement l'apport de carbone et effectivement l'apport d'humidité et d'air dans une capsule. Les Belges avaient décidé de le faire plutôt de façon un peu plus low-tech, on va dire. Il faut toujours prévoir entre 3 et 6 mois et une manipulation, une intervention d'un technicien pour aboutir effectivement à l'humus. Alors, ces nouvelles modalités, pour l'instant, elles sont très, très largement méconnues. Et donc, l'an dernier, lors de la dernière enquête qui a été faite, on se rend compte que, bien sûr, l'acceptabilité, lorsqu'on pose la question aux gens, est-ce que vous accepteriez non pas d'être inhumé ou crématisé, mais de passer par la terramation ou l'aquamation, etc. Voilà, il y a un problème. Mais on se rend compte que l'acceptabilité progresse immédiatement dès qu'on explique vraiment aux gens, qu'on présente les processus, ces procédés, ces processus aux gens, et que lorsque c'est bien intégré, on arrive à peu près à presque une personne sur deux qui accepte, qui voit d'un bon œil et qui se verrait bien finir en humus et rejoindre le cycle de la terre et de la vie. Donc là, on est vraiment au tout début. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire, à la fois donc, sur le plan législatif en termes de plaidoyer, mais aussi pour la diffusion voilà, de cette idée que de nouvelles pratiques sont possibles, sont déjà en place dans d'autres pays et que il n'y a pas de raison que nous en soyons privés en France. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans nos outils, le livret et le guide, on incite les personnes à indiquer, puisque la législation peut-être avancera assez vite, à indiquer si elles souhaitent la terramation dans leur volonté funéraire. Dans leur volonté funéraire, exactement. Voilà, donc actuellement, quelles sont les demandes des gens? Il y a vraiment, ce qui est constaté partout, c'est une désaffection vers les grands cimetières tels qu'on les connaît actuellement, ces alignements très minéralisés, très normés, voilà. Les, ça ne correspond plus à ce que souhaitent les gens. Très clairement. Par exemple, à Toulouse, nous avons beaucoup de chance puisque nous allons avoir 2 forêts, enfin arboretums cinéraires, qui vont permettre effectivement de pouvoir disperser des cendres près des arbres. Donc ça, c'est une avancée. Après, on vous a mis un petit paragraphe parce qu'on ne pouvait pas non plus ne pas en parler, des innovations technologiques qui existent, puisqu'il y a tout un tas d'entreprises, on le voit quand on va au salon du funéraire des professionnels à Paris, qui développent des QR codes, qui vont reprendre des sites web commémoratifs, voilà, des expériences qui vont être personnalisées et avec un système, voilà, en ligne pour des condoléances. Tout ça, ce sont des évolutions, elles sont peut-être juste des niches, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, les aspirations des gens, c'est vers des choses, voilà, de ce genre-là, qu'on trouve déjà beaucoup dans les pays du Nord, voilà, où on a une intégration au sein du site sans grosse stèle de marbre qui vient importer de Chine, voilà, des choses qui sont
qui sont de cet ordre-là et qui correspondent mieux aux aspirations des gens. Vous voyez, voilà, ça fait un petit peu très naturel. Ça, c'est un cimetière militaire, c'est pour ça que voilà, mais totalement intégré dans le paysage. Quelques questions avant les ressources. Donc, j'ai noté dans le chat quelques questions, notamment par rapport aux équipes mobiles EMSP. Est-ce qu'il en existe en milieu rural et comment peut-on en bénéficier? Qui décide de qui peut en bénéficier? Alors, la demande, elle est faite soit par le patient, soit par sa famille, son entourage. Il faut se rapprocher de l'équipe de son médecin traitant, enfin de l'équipe médicale qui est en charge du patient. Il existe sur le site des soins palliatifs la liste des unités et des équipes mobiles sur le territoire français. Donc, il suffit de taper son lieu de résidence ou son lieu euh, oui, et à ce moment-là, on a les coordonnées de l'équipe la plus proche. Alors, en ce qui concerne vraiment le milieu rural, de but en blanc comme ça, je ne peux pas répondre, mais la réponse est facile à trouver. Je vous dis simplement en tapant en allant sur ce site et en tapant son lieu de résidence. Euh, et encore une fois, euh, on fait la demande. Un rendez-vous est pris donc avec le service qui en charge et le diagnostic est fait des besoins de la personne et un plan de suivi est mis en place. Et donc, il n'y a pas de difficulté particulière. La difficulté peut être lorsque les équipes sont débordées sur des territoires sous-dotés, vraiment sous-dotés, et où là, effectivement, il peut y avoir des difficultés d'accès à ce type d'équipe. Merci pour votre réponse. J'ai une autre question. Que pensez-vous des sites Internet qui proposent de discuter via l'IA, donc via l'intelligence artificielle, avec la personne proche décédée? Est-ce que cela, ça peut perturber les étapes du deuil, au contraire aider, ou pas de réponse, ou ça dépend des personnes, etc. Je pense que là-dessus, en fait, ce qu'on avait comme règle éthique à la COP Fun, c'est de ne pas avoir un avis forcément sur des questions très, très personnelles comme ça. On essaie d'avoir la possibilité de fournir un éventail de nouveautés, de transitions, mais sans vraiment décider est-ce que c'est bien. C'est tellement en fonction de la situation personnelle, familiale qu'on peut en parler. Par contre, ça peut faire l'objet, effectivement, c'est très intéressant. On va le retenir comme un café mortel, par exemple, pour discuter, pour voir ce que les uns les autres pensent et puis s'appuyer sur les expériences ou les retours d'expérience. Tout à fait. Oui, ça dépend des personnes, mais c'est l'occasion effectivement d'une discussion possible sur ce sujet-là. Une autre question, une personne dit qu'elle a tout préparé et qu'elle a choisi une urne biodégradable et qu'elle espérait pouvoir finir en mer ou en rivière, je cite ces mots, mais je crois que cela n'est plus possible, point d'interrogation. Si, tout à fait. Si, tout à fait. On peut vous dire effectivement que souvent, nous sommes nos propres censeurs, en fait, hein. On a l'impression que plus rien n'est possible. La seule chose qui est parue, un texte de loi en 2008 sur l'intégrité du corps humain, on ne peut plus séparer les cendres comme on pouvait le faire avant. Il y avait des bijoux qui avaient été faits où les gens se séparaient les cendres et gardaient chacun une urne à leur domicile. Donc en fait, on ne peut plus garder l'urne à son domicile. On peut faire de la dispersion partout. Stratosphériquement, c'est possible avec des ballons. Dans la mer, c'est possible. En montagne, c'est possible. Il y a même des bâtons de marche maintenant qui sont faits pour pouvoir faire une cérémonie en montagne et disperser en montagne. Euh, il y a effectivement des urnes biodégradables en sel pour le milieu marin. Voilà, tout est possible. Ouais. Il ne faut pas se limiter.
Mais je crois qu'on en avait parlé, il y avait une période où il avait été dit, à tort, enfin, de façon exacte ou de façon pas exacte, mais qu'on ne pouvait plus effectivement répandre les cendres là où on voulait, c'est ça? Alors c'était une croyance ou il y avait vraiment une période où on ne pouvait pas? C'était effectivement une fausse, c'était une rumeur. C'était juste cette notion en 2008 de l'intégrité du corps humain, des restes humains. Et c'était aussi de ne pas aller vers des choses trop folkloriques. Donc, il- on a un an pour se décider. Donc, on peut faire une réunion de famille et décider de la dispersion. On a un an avant de vraiment. Par contre, ce qu'il faut bien penser à faire, ça c'est important, on en avait discuté lors d'un café mortel. Il faut effectivement le signaler dans la commune où ça a été dispersé, pour que une ou deux générations après, pourquoi pas plus, les descendants puissent savoir effectivement où ça s'est passé, comment, Oui. voilà, et qu'on puisse retrouver la trace si quelqu'un la cherche. Effectivement. D'accord, merci. Une autre remarque, hein, plus que question. Je trouve difficile de faire des devis, entre guillemets, auprès d'entreprises funéraires parce qu'il n'y a rien sur Internet. Oui, je pense que la remarque veut dire qu'il faut forcément rencontrer une entreprise et qu'on ne peut pas avoir des ordres d'idées ou pouvoir avoir de l'information sans rentrer vraiment dans la démarche de devis avec un professionnel. Alors là-dessus, même si le nombre est très minime, hein, il y a une dizaine de coopératives funéraires qui fonctionnent en France seulement. Il y a cette avancée-là des coopératives funéraires de pouvoir fournir des devis gratuits. Et maintenant, quand même, là, il y a une tendance à pouvoir fournir des devis gratuits. C'est certainement difficile de les demander, mais en tout cas, c'est possible, même en ligne. Ouais. Merci. On a encore quelques petites minutes. Je peux me permettre une ou deux dernières questions. Une question demandée, à partir de quel âge un enfant peut participer à une cérémonie? Bon, je ne sais pas non plus s'il y a une vraie réponse, hein, mais en tout cas, voilà, c'est une question qui a été posée. Alors, c'est un vrai sujet, ça. Justement, cette éducation à la mort ou cette éducation au rite funéraire ou tout ce qui va jalonner effectivement la vie d'un enfant qui va connaître effectivement des deuils, d'abord de ses grands-parents, certainement. C'est difficile de répondre comme ça pour tout le monde. On a décidé justement de réfléchir à ces questions-là en faisant un prochain goûter mortel, parce qu'il y a énormément de littérature de jeunesse maintenant qui en parle. On vous en a mis quelques-uns dans la bibliographie que là, vous allez retrouver. Et ça, c'est important effectivement d'être adapté. Ça va dépendre vraiment des familles, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression de répondre ça comme la dernière fois, mais ça va dépendre des familles. Selon comment ça se passe et le degré d'attachement de l'enfant à la personne qui est décédée, effectivement, c'est plutôt intéressant d'en parler avec l'enfant et de voir quel est son souhait, effectivement, de participer à la cérémonie et quelle peut être sa part. Ça peut être de faire un petit dessin et que l'enfant sache que le dessin va être avec son grand-père, sa grand-mère dans le cercle. Parfait, merci. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je ne vois plus de nouvelles questions dans le chat. Je vais vous remercier, mesdames, pour votre intervention. Les participants aussi pour leur présence. Peut-être, oui, peut-être vous voulez passer. Alors, vous aurez le replay qui sera disponible et qui vous sera envoyé. Donc, vous aurez accès à toute cette bibliographie qui a été préparée avec une partie livre, une partie film, une partie site internet. Vous pourrez, alors ils seront pas cliquables hein, parce que ce sera sur la vidéo, mais vous pourrez les recopier. C'est ça que vous vouliez dire, mesdames, sur. L'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de Il vous faut allumer podcasts. le micro. Attendez, recommencez. Vas-y, allez-y. C'est bon. On met l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de podcasts qui ont été édités par notamment sur Radio France, mais également des films. Cette année, en 2025, on est gâté. Il y a eu il y a eu des films qui sont sortis par des très grands réalisateurs et qu'on vous conseille effectivement d'aller voir. La chambre d'à côté d'Almodovar, un prochain qui sort là bientôt, On ira, qui parle justement de l'aide active à mourir et de quelqu'un qui doit partir à l'étranger. Parfait. Donc j'avais un petit peu, j'allais vous dire au revoir un petit peu trop tôt. Donc merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une bonne soirée.